Che Guevara disait, celui qui ne sait pas se rebeller n'a pas les droits de réclamer. Nous ne sommes pas ici en train de parler de la rébellion des Nanga ou des autres. Nous parlons d'une rébellion intellectuelle, scientifique, dans l'attitude. Nous parlons d'une rébellion en termes d'éveil, en termes de changement des mentalités, en termes de contrôle citoyen sur la gouvernance de la République. Lorsque on nous parle de détournement, quelle attitude adopter? Kinshasa, une ville aujourd'hui de près de 20 millions d'habitants, mais une ville dont les routes se font rares. Quelle attitude adopter? Lorsque on nous parle des projets qui sont inachevés, lorsque on suit des dirigeants qui nous informent que lorsque l'argent des projets arrive, nous les partageons et nous réfléchissons après. Mais quelle attitude adopter? Nous devons adopter une attitude souverainiste qui tend à nous rappeler que le pouvoir n'est pas pour ceux qui l'exercent, mais le pouvoir appartient à ceux qui les prêtent pour un temps, à ceux qui l'exercent, pour que les choses qui doivent se faire puissent réellement se faire dans les règles de l'art, tenant compte des promesses des uns et des autres. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Pour chuter, honorable président. Honorable parlementaire, distingués invités, à vos titres et qualités respectives, et vous tenir debout pour l'entrée du bureau du Parlement des étudiants. Le bureau. Monsieur le Président, à vous la parole pour l'ouverture de la plénière. Merci, honorable Benoît. Honorable parlementaire, distingués invités, chers collègues, nous déclarons ouverte la plénière du Parlement des étudiants de ces jours. Comme annoncé, on va s'interroger sur les multiples coups d'État qui ont aujourd'hui mis à la tête de pays de généraux, de militaires, qui ont une nouvelle vision du monde de l'Afrique et de l'ordre mondial. Pour nous entretenir à ces sujets, nous allons prendre le coordonnateur de la plateforme politique Horizon 2023, M. Dadi Tshiswaka, pour nous entretenir 15 minutes pour votre allocution introductive. Ensuite, nous prendrons des questions de parlementaires. Vous avez la parole, monsieur le coordonnateur. Merci beaucoup, honorable président, honorable membre du bureau, honorable parlementaires, étudiants, distingués invités à vos titres. Je voudrais ici remercier cette auguste assemblée pour l'opportunité que vous nous donnez d'aborder un sujet aussi bien d'actualité, mais un sujet qui n'est pas loin s'en faut concerner la République démocratique du Congo et tirer des leçons sur notamment cet élan souverainiste qui souffle au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui aujourd'hui a séparé, a divisé, comme nous le savons, la CEDEAO aujourd'hui pour arriver à la création de la Confédération des États du Sahel, dont le Mali, jusqu'à preuve du contraire, fait office de présidence de cette association confédérale des États du Sahel. Quelle voie pour la République démocratique du Congo? Et nous parlons aujourd'hui de cet élan souverainiste. Mais quand on parle de la souveraineté, elle renvoie aussi à la notion de la nécessité du peuple à disposer d'eux-mêmes. Lorsque le peuple doit disposer de lui-même, on évoque la question liée à la souveraineté. C'est pour ça que le peuple est désigné comme souverain primaire, Le pouvoir, il est au peuple, il passe par les peuples, et les peuples doivent veiller sur l'exercice de son pouvoir
à travers les quelques individus dans la société qui sont choisis par ces peuples pour exercer ces pouvoirs au nom de ces peuples qui est souverain primaire, détenteur naturel du pouvoir. Honorable président, honorable parlementaire, vers les années 1800, vous savez que l'Occident s'est réuni dans ce qu'on a appelé la conférence de Berlin pour se partager l'Afrique, entre autres. En se partageant l'Afrique, la France, qui est aujourd'hui la 5e puissance mondiale, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, s'est vu prendre la part belle, notamment dans ce qu'on a appelé l'Afrique francophone. L'Afrique de l'Ouest, quelques pays dans l'Afrique centrale, à gauche, à droite, les Tchad, le Congo-Brazzaville, le Cameroun. En Afrique de l'Ouest, c'est quasiment l'ensemble de ces États qui ont qui ont la France comme ancienne métropole, ou sinon comme pays colonisateur, si on doit appeler ça comme ça. Et la France s'est même organisée pour pouvoir doter de ces États, jusqu'à preuve du contraire, d'une monnaie. Or, on ne peut pas parler de souveraineté si vous ne disposez pas de votre propre monnaie. Et lorsque vous n'en avez pas, on ne peut pas parler de souveraineté. Lorsque vous ne pouvez pas vous choisir, au regard de vos mœurs, des mentalités, des cultures, vous ne pouvez pas vous choisir vos dirigeants, on ne peut pas parler de cette nécessité d'un peuple de disposer d'eux-mêmes. En République démocratique du Congo, nous sommes en août 1936 ou 39, si je ne me trompe pas. Albert Einstein écrit une lettre au président américain d'antan, Franklin Delano Roosevelt, pour révéler au président américain de l'époque que la République démocratique du Congo régorgeait des matières rares ou des terres rares et qu'il fallait s'organiser de sorte à ce que ces pays n'aient pas la mainmise sur ces richesses, parce que ces richesses doivent amener les États-Unis à consolider davantage son positionnement dans le monde, sur les plans géopolitiques, géostratégiques. C'est-à-dire que si les Congolais, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas cette indépendance de pouvoir décider sur nos minerais, c'est-à-dire que nous ne sommes pas souverains. Parce qu'on ne peut pas décider sur les richesses que Dieu nous a naturellement données. La guerre de l'Irak, elle s'était justifiée. Pourquoi? La justification, c'était l'arme à destruction massive. Les années se sont écoulées. La question c'est, est-ce que l'Irak avait-elle l'arme à destruction massive? La réponse elle est non. Mais après la guerre de l'Irak, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu la guerre de la Libye. Nicolas Sarkozy. Pourquoi Mouammar Kadhafi devrait-il sauter du pouvoir? Pourquoi il fallait, comme l'a dit mon frère l'éminent Barnabé? Parce que il y a cette nécessité de tuer. Parce que Mouammar Kadhafi évoque les États-Unis d'Afrique. Et par l'effet d'évoquer les États-Unis d'Afrique, Mouammar Kadhafi relève la question liée à l'importance pour l'Afrique de disposer d'une monnaie. Or, vous savez très bien que la monnaie, c'est parmi des dispositions qu'il faut avoir lorsqu'il faut parler des puissances. Vous ne pouvez pas parler des puissances si vous n'avez pas de monnaie, si vous ne contrôlez pas la monnaie. Et donc, il fallait
les États-Unis d'Afrique, et il fallait une monnaie. La guerre de l'élimination de Muammar Kadhafi arrive à ce moment-là, jusqu'à ce qu'on abatte Muammar Kadhafi. Mais la guerre de la Libye, l'élimination de Muammar Kadhafi, les conséquences, nous les vivons jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les armes qui ont servi à déstructurer la Libye, ces armes-là, ceux qui ont fait la guerre à Kadhafi n'ont pas récupéré ces armes. Ces armes se sont retrouvées à l'errance. Ce qui aujourd'hui a créé, entre autres, les terrorismes, notamment dans les Sahel. On parle aujourd'hui d'Al-Qaïda, on parle des mouvements islamistes, on parle au Nigeria, par exemple, des Boko Haram. C'est la conséquence directe de la guerre en Libye. C'est la conséquence directe de la guerre en Libye. Mais maintenant, les Sahel, ils se trouvent être déstabilisés. À partir de là, pourquoi? Parce que d'une part, il faut ne pas permettre à tous ceux qui sont autour d'avoir la petite idée de continuer les idées souverainistes qu'avait Muammar Kadhafi, d'une part des constructions de cet États-Unis d'Afrique, mais d'autre part, continuer à avoir la même mise sur les minéraux stratégiques de ces États africains. Parce que ces États africains sont considérés comme des petits poissons. Parce que les dirigeants africains n'ont pas pris la mesure sur la nécessité de commencer à se construire comme des puissances en devenir. Parce que dans nos pays africains, notamment au Sahel, nous avions des dirigeants qui étaient qualifiés par la plupart de nos sociétés civiles de ce qu'on appelle les panafricanistes, qualifiés des chefs d'État vassals, des chefs d'État. Mon frère Barnabé a parlé des pivots. C'était des pivots qui servaient pas aux intérêts de leurs États, mais plutôt aux intérêts de leurs maîtres. Aux intérêts de leurs maîtres. Je voudrais vous informer que le Niger, l'énergie française, entre 17 et 27% de l'énergie française, ça provenait de la mainmise de l'uranium nigérien, contrôlé depuis la nuit des temps par l'entreprise française qu'on appelle Orano. Il vous reste 5 minutes, monsieur le Par l'entreprise française qu'on appelle Orano. Et donc, aujourd'hui, depuis 2022, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire l'arrivée d'Assimi Goïta, par la suite d'Ibrahim Traoré et du président Aboudraman Chani, ces vents souverainistes a commencé à être éveillé dans les chefs de l'Africain qui commencent à réfléchir sur la nécessité, effectivement, de récupérer cette souveraineté et de trouver des voies et moyens qui puissent permettre à ces populations, aux populations africaines, de disposer d'eux-mêmes, notamment, particulièrement, la population du Sahel. Alors, lorsque ces chefs d'État arrivent au pouvoir, je puis vous dire aujourd'hui que, personnellement, je suis et j'essaie de me documenter sur les Sahel pour en devenir très bientôt un des spécialistes qui peut parler du Sahel. Nous avons pris, personnellement, j'ai pris l'avion pour aller au Mali. J'ai fait 2 fois le Mali l'année dernière. J'ai pris l'avion pour aller au Niger. J'ai pris l'avion pour aller au Sénégal. Et nous nous apprêtons pour aller au Burkina. Et ici, je voudrais profiter de ces perchoirs pour encore une fois de plus remercier le régime du président Goïta de nous avoir
accordé son hospitalité. Je remercie le président Aboudraman Chani pour nous avoir accordé des heures d'échange au palais présidentiel et toutes les autres autorités, notamment les autorités sénégalaises aussi, le premier ministre Sonko qui nous a également reçu et accordé son hospitalité au Sénégal. Et très bientôt, nous allons rencontrer le président Ibrahim Traoré pour, de l'intérieur, comprendre. Mais l'information aussi que je dois vous donner, c'est de dire ces trois régimes sont dirigés essentiellement par le peuple et particulièrement les jeunes. Vous avez vu que l'ambassadeur français au Burkina, non, au Niger, M. Haïté, n'a pas voulu partir du Niger lorsque le gouvernement nigérien a demandé à ces derniers de partir. Mais grâce au peuple qui avait compris la nécessité de pouvoir récupérer ses prérogatives, finalement, cela fut le cas. L'ambassadeur était parti rentrer en France. Je t'aime, je suis le coordonnateur. Mais quelle voie pour la République démocratique du Congo? En République démocratique du Congo, mon frère Barnabé l'a dit, aujourd'hui, il faut plus que jamais l'éveil et le réveil de la population congolaise et de la jeunesse en particulier. Nous sommes 120 millions d'habitants, dont la jeunesse constitue la majorité de cette population, avec une moyenne d'âge qui tourne entre 17 et 35 ans. Est-ce que la République démocratique du Congo appartient à ceux qui nous dirigent? La réponse elle est non. La République démocratique du Congo appartient aux Congolaises et aux Congolais. Et que doit faire la jeunesse congolaise, à l'instar de la jeunesse du Niger, de la jeunesse du Burkina, de la jeunesse du Sénégal, de la jeunesse du Mali? C'est l'appropriation des différents mécanismes, des différentes voies qui sont négociées pour arriver à stabiliser les pays, pour arriver souverainement à montrer la voie qui puisse permettre à la République démocratique du Congo de se construire une force, de se construire une puissance. Frantz Fanon a dit que l'Afrique avait la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Est-ce que nous prenons la mesure du rôle que doit jouer le Congo au cœur de l'Afrique? Donc, les souverains primaires, qui est le peuple congolais, doit pouvoir jouer pleinement son rôle plutôt qu'être spectateur et être complice de par l'attitude. C'est ça la voie que la RDC, par sa jeunesse particulièrement, doit prendre. Che Guevara disait, celui qui ne sait pas se rebeller n'a pas les droits de réclamer. Nous ne sommes pas ici en train de parler de la rébellion des Nanga ou des autres. Nous parlons d'une rébellion intellectuelle, scientifique, dans l'attitude. Nous parlons d'une rébellion en termes d'éveil, en termes de changement des mentalités, en termes de contrôle citoyen sur la gouvernance de la République. Lorsque on nous parle de détournement, quelle attitude adopter? Lorsque on nous parle de Kinshasa, une ville aujourd'hui de près de 20 millions d'habitants, mais une ville dont les routes se font rares, quelle attitude adopter? Lorsque on nous parle des projets qui sont inachevés, lorsque on suit des dirigeants qui nous informent que lorsque l'argent des projets arrive, nous les partageons et nous réfléchissons après. Mais quelle attitude adopter? Nous devons adopter une attitude souverainiste qui tend à nous rappeler que le pouvoir n'est pas pour ceux qui l'exercent, mais le pouvoir appartient à ceux qui les prêtent pour un temps, à ceux qui l'exercent, pour que les choses
qui doivent se faire puissent réellement se faire dans les règles de l'art, tenant compte des promesses des uns et des autres. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Pour chuter, honorable président, je voudrais tout simplement dire que nous devons éviter de vouloir une chose et son contraire. Si nous voulons un pays fort, si nous voulons un pays puissant, c'est aujourd'hui que nous devons comprendre que ce n'est pas forcément ceux qui dirigent, mais c'est nous qui devons pousser ceux qui dirigent à changer le fusil d'épaule dans la manière de gouverner, dans la qualité de la gouvernance. Nous ne pouvons pas, honorable président, être un pays de 120 millions d'habitants et avoir une armée qui n'a que 100 000 militaires. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas avoir un pays de 120 millions d'habitants avec 80 millions de terres arables, mais être de loin un pays producteur que l'Égypte, qui est un pays désertique, qui n'a que 3 millions de terres arables. Et ça passe par une voie de l'appropriation de la souveraineté par les peuples lui-même. Par le peuple lui-même. Et la jeunesse en particulier. J'ai dit et je vous remercie, honorable président. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction. Nous allons prendre à présent le parlementaire. Honorable John pour son allocution et l'honorable Harija se prépare. 1 minute 30 secondes, honorable John. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, tout en saluant la profondeur de l'intervention de notre invité d'honneur, je voudrais, honorable Président, ici avec votre permission, soumettre à cette auguste assemblée une réflexion autour d'une interrogation très profonde, à la croisée bien évidemment de l'éthique politique et de la responsabilité panafricaine. Honorable Président, honorable membre du bureau, je m'interroge si, en apportant le soutien fervent, je dirais inconditionnel, à la rhétorique souverainiste de régime militaire du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ne courons-nous pas le risque ici, honorable Président, d'illégitimer les putschistes et le coup d'État comme étant une voie, je dirais, acceptable d'accession au pouvoir. Pourquoi? Parce que, honorable président, honorable membre du bureau, si nous regardons de plus près, vous serez entièrement d'accord avec moi que le plus préoccupant dans cette histoire, honorable président, c'est que ces régimes militaires qui s'est présenté au départ comme, n'est-ce pas, des forces de transition visant à restaurer l'autorité de l'État, plusieurs indices démontrent aujourd'hui une volonté plus que manifeste de s'éterniser au pouvoir, comme c'est le cas d'ailleurs de Mohamed Kadhafi, que notre invité d'honneur a évoqué, qui a pris également le pouvoir par le coup d'État et qui a voulu s'éterniser comme le roi du pays dont il était président de la République. Honorable Président, c'est le cas d'ailleurs de certains d'entre eux aujourd'hui d'ailleurs qui refusent d'organiser les élections dans le délai sous prétexte sécuritaire et logistique, et d'autres d'ailleurs qui n'ont pas même hésité à se présenter comme candidats aux élections présidentielles, comme le cas du général gabonais qui est actuellement président de la République. Il s'appelle Brice Oligui Nguema. Lui-même est venu avec la même rhétorique souverainiste pour effectivement instaurer l'autorité de l'État. Et aujourd'hui, quand je vous parle, honorable président, sans peur d'être contredit, il est président de la République. Face à tout ceci, honorable président, il est extrêmement important de nous interpeller sur le risque que nous courons. Et la menace permanente, bien évidemment, du renversement progressif de l'ordre constitutionnel établi dans nos différents pays africains. Pourquoi? Parce que ce qui semble à nos yeux aujourd'hui
lointain ou ailleurs, pourrait bien frapper demain à notre propre porte. Étant donné que la République démocratique du Congo, notre pays, honorable président, à cause de cette instabilité chronique dans sa partie orientale, avec la menace persistante du FCM 23, ne saurait, dans le cas sous examen, se considérer immunisé d'une éventuelle dérive similaire. Conscient de tout ceci, honorable président, voilà. Conscient de tout ceci, honorable président, est-ce que nous ne pouvons pas nous asseoir et nous interroger avec lucidité sur le sujet pour savoir si nous ne sommes pas en train d'assister à une militarisation progressive et dangereuse de la vie politique africaine? Honorable président, ne risquons-nous pas de remplacer la domination coloniale par une autre, cette fois-ci sous la forme d'une colonisation de l'homme noir par l'homme noir exercée par un groupe armé au nom de la souveraineté? Finalement, honorable président, où tracer la ligne rouge entre la révolution salvatrice et une confiscation durable du pouvoir par la force? J'invite ici notre invité, monsieur le coordonnateur Dadi Chiswaka, à nous éclairer utilement sur ce point, loin de tout sentiment. Et j'ai dit, honorable président. Merci, honorable John. Monsieur le coordonnateur, veuillez rencontrer l'honorable John qui s'inquiète de la situation dans le Sahel, notamment par ceux qui ont pris le pouvoir par les armes. L'inquiétude de l'honorable John est fondée. Mais je voudrais ici appeler l'honorable John. Quand on regarde l'histoire des coups d'État en Afrique, aujourd'hui nous avons plus de 157 coups d'État dans l'histoire de l'Afrique. Je voudrais l'amener à distinguer ce qu'on appelle des coups d'État occidentalement organisés, ou même pour des pays francophones, des coups d'État france-africains et des coups d'État, je dirais, populaires, ou des coups d'État portés par la population elle-même. Ça, c'est la première chose. Il faut faire ces parallélismes-là. Parce qu'il y a des coups d'État. Je pense que mon frère Barnabé ici a parlé des pivots. Vous nous accompagnez à prendre les pouvoirs ici. Nous aussi, on va faire là-bas demain, ainsi de suite, qui sont des coups d'État au service de certaines puissances et non au service des États eux-mêmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, aujourd'hui, il faut savoir que vous prenez la France, le général Charles de Gaulle, qui est le père de la 4e République française, c'était pas un civil, c'était un militaire. Lui-même, je pense, si je ne me trompe pas, de l'histoire, qui a renversé aussi un autre militaire, le général Pétain. Si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça l'histoire. Mais quand vous prenez la CEDEAO a été fondée par des chefs d'État militaires qui ont placé la CEDEAO comme une organisation sous-régionale au service des peuples, notamment l'intégration et l'échange entre les peuples de ces différentes nations. Mais il faut faire les parallélismes entre les pouvoirs et la manière d'accéder au pouvoir et ce dont on fait de ces pouvoirs. Loin de moi de faire l'apologie d'accession au pouvoir par les armes. Je ne suis pas de ceux qui, en tout cas, espèrent accéder au pouvoir par les armes. Je n'encourage pas ça. En République démocratique du Congo, je pense que cette question, ces modes d'accession au pouvoir est derrière nous. Et nous allons combattre ça jusqu'à notre dernière énergie. Ici, en évoquant la question du souverainisme, je voudrais mettre en lumière, ma démarche, c'est de mettre en lumière les peuples. Parce que quand on évoque la question des souverainetés, on évoque ipso facto la question du souverain primaire. La souveraineté, elle ne peut pas s'exercer à partir du moment où on n'a pas mis au centre de l'exercice de cette souveraineté les souverains primaires. Le droit d'un peuple à disposer d'eux-mêmes. Que vaut un président civil qui arrive au pouvoir, qui s'éternise au pouvoir? Il y en a. Hein? Je peux vous donner l'exemple de la Côte d'Ivoire. Celui qui est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui s'apprête à aller vers un 4e mandat, ce n'est pas un militaire, c'est un civil.
Mais pourtant, et là, il se bat pour un 4e mandat. Mais Charles de Gaulle, qui était un militaire, il a dû démissionner. Mais il y a des militaires en Afrique de l'Ouest qui ont laissé les pouvoirs. Qui ont laissé les pouvoirs. Pour les reprendre après, parce que les civils, une fois pris les pouvoirs, ont commencé à servir les intérêts autres que les intérêts de ces nations-là. Donc ici, ma démarche, elle est d'une part de ne pas encourager ces modes d'accession au pouvoir par les armes, mais plutôt de dire que la souveraineté, elle doit être jalousement recherchée, entretenue, assumée par les peuples. Parce que c'est de lui dont le pouvoir tire son origine. C'est cela, en fait, ma démarche. Et la démarche aujourd'hui, en République démocratique du Congo, puisque nous partons du Sahel pour s'interroger sur la voie que doit prendre la République démocratique du Congo par rapport à cet élan souverainiste. Aujourd'hui, nous venons de signer un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir le rôle du peuple dans ces processus de paix? Mais nous avons vu la société civile au Congo organiser des marches. Nous avons vu des leaders prendre parole pour fustiger lorsque Goma est tombé, Bukavu est tombé. Mon frère Barnabé qui est ici n'a pas encouragé cela. Il n'a pas encouragé cela. Je pense que le Parlement des étudiants a organisé des plénières pour fustiger cela. Moi-même qui vous parle, à travers notre plateforme politique Horizon 2023, nous avons pris des avions pour aller à gauche, à droite, essayer de soutenir l'élan mené par les chefs de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, pour arriver à la paix. Mais ce qui se passe très exactement au Mali, au Niger, au Burkina, encore une fois de plus, pour l'avoir vécu de l'intérieur, je peux vous dire, pour avoir échangé avec la société civile, avoir échangé avec les différentes organisations, les médias notamment, je peux vous dire que ces coups d'État sont des coups d'État menés par les peuples lui-même. Regardez dernièrement, il y a eu des manifestations de soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Mais vous avez vu que c'était quasiment le monde entier qui a porté les soutiens au capitaine Ibrahim Traoré. Mais aujourd'hui, les Burkina Faso s'est construit par des cotisations amenées par chaque citoyen burkinabé. Ce qu'on appelle les VDP. Donc, il faut faire ces parallélismes-là entre le peuple lui-même qui s'est choisi ses dirigeants, qui valide un dirigeant, et des coups d'État qui sont tout simplement des coups d'État pivots. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Merci, honorable président. Bien, on va prendre l'honorable Enoch pour son allocution. Et on prendra enfin l'honorable Aridja. Vous avez la parole, honorable Enoch. Merci, honorable président, pour l'octroi de la parole. Honorable président, honorable membre du bureau et chers collègues, de prime abord, nous saluons la pertinente intervention de l'intervenant. Mais permettez que l'on évoque dans cette enceinte de la raison républicaine les propos d'Aristote, qui a dit un jour que l'ambition dont on n'a pas les compétences est un crime. Et cette vieille sentence, vieux de 2 millénaires, résonne encore aujourd'hui dans l'Afrique, dans cette tumulte de la géopolitique africaine, où certains visages qui naissent avec la prétention de vouloir incarner l'alternative au drame collectif de l'Afrique. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, derrière les oripeaux nationalistes enflammés des postures post-coloniales qu'incarnent réellement ces sursauts souverainistes. Honorable président, chers collègues, des véritables architectes du renouveau ou des gestionnaires improvisés du désordre, des libérateurs sincères ou des despotes en attente de légitimation. Nous avons le devoir d'interroger sans complaisance cette vague de coups d'État, présentés comme acte de salut public,
au-delà des déclarations martiales et des envolées patriotiques, quel est le véritable bilan? Ont-ils rétabli la sécurité? Ont-ils redonné à l'État son autorité? Ont-ils impulsé un redémarrage économique? Ou n'ont-ils fait que remplacer les chaos civils par une dérive militairement institutionnalisée? Nous devons éviter l'écueil du romantisme politique. Car s'il n'y a pas d'impôt sur l'ambition, il y a un coût réel à l'improvisation. Et ce coût est à payer par le peuple. La vraie souveraineté ne se décrète pas entre lits. Elle se construit dans les institutions, dans la justice, dans l'école, dans l'hôpital et dans l'éthique de la gouvernance. Alors, posons-nous la vraie question, monsieur le coordonnateur. Ces putschistes ont-ils les moyens moraux, intellectuels et institutionnels à leurs ambitions? Sont-ils le bâtisseur d'un nouveau horizon africain ou les illusionnistes d'un nouveau cycle d'aliénation? Chers collègues, nous avons le devoir ici de ne pas applaudir les vacarmes des bottes, ni de romantiser l'autoritarisme. Notre mission est de porter la voix d'un peuple en quête d'une liberté vraie, profonde, durable et non théâtrale. En cela, j'en suis convaincu, ne se fera ni dans la soumission politique, ni dans la fascination militaire. Monsieur le coordonnateur, voici les interrogations auxquelles nous attendons de vous des réponses profondes. J'ai dit. Nous allons prendre l'honorable Aridja, comme ça vous allez répondre une fois pour toutes. Honorable Aridja, pour votre allocution. Vous avez la parole, honorable Aridja. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, permettez-moi d'aller droit au but sans détour. Ma question à notre invité d'honneur est la suivante. La République démocratique du Congo est-elle, oui ou non, un pays véritablement souverain? Si la réponse est non, c'est que beaucoup soupçonnent. Qu'est-ce qui nous manque pour accéder à une souveraineté réelle et pleine? Quelles sont les conditions à réunir, les obstacles à lever, le choix à opérer pour que la RDC cesse d'être une puissance potentielle et devienne enfin maîtresse de son destin? J'ai dit, honorable président. Merci, honorable Aridja. Monsieur le coordonnateur, vous avez la parole pour rencontrer les préoccupations de l'honorable Enoch et de l'honorable Aridja. Merci, honorable président. Merci, honorable, pour les questions. Honorable, vous évoquiez Aristote, qui parlait des compétences. Je pense que on est avec des prédispositions à la compétence, mais on ne n'est pas compétent. La compétence, elle s'acquiert, elle s'accumule. Et enfin, elle se met au service des ambitions, justement, pour lesquelles on exprime, on montre les aspirations. Le président, notre frère Barnabé, dit qu'il il a les ambitions présidentielles. Qui, pour dire qu'il n'est pas compétent et qu'il n'a pas la compétence, a cette ambition? L'exercice qu'il vient de faire ici démontre qu'il s'apprête à ce que la prédisposition aux compétences fasse en sorte que la compétence soit là et que le moment venu, l'exercice, je le souhaite, de ces fonctions puisse être éclore à travers les exigences de la fonction. Je voudrais vous parler des moyens de leurs ambitions, ou avant d'arriver même à cette question-là, je voudrais vous dire que en Ukraine, il devrait y avoir les élections l'année dernière. Il n'y a pas eu des élections en Ukraine. La France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN, personne ne demande les élections en Ukraine. Première chose. Deuxième chose, je voudrais vous dire que en Europe et en Occident, vous avez encore aujourd'hui des pays qui sont des monarchies, qui ne sont pas des démocraties.
Je voudrais ici vous dire que les États-Unis ont comme un des partenaires privilégiés au monde l'Israël. L'Israël n'est pas une démocratie. Israël n'est pas une démocratie. Et lorsque vous empruntez par habitude d'être obligé de rester sur ces médias-là, occidentaux, je peux comprendre pourquoi vous utilisez les mots ou les termes putschistes. Parce que en Afrique, les mots putschistes n'existent pas. Ceci fait encore appel à ce que nous appelons la souveraineté. Être décomplexé de ce que veulent les autres pour nous et être capable de se dire qu'est-ce qui est bon pour nous. C'est pour ça que Lumumba, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, les Nelson Mandela, ils se sont battus pour que l'Africain soit capable de savoir ce qui est bon pour lui et ne pas être à la merci de ce que les autres pensent qu'il doit être. Félix Tshisekedi, lors de la conférence de presse qu'il a donnée à Kinshasa avec son homologue français Emmanuel Macron, ne lui a-t-il pas rappelé qu'il était important, en plein 21e siècle, que l'Occident, que la France nous regarde comme des partenaires et non comme des enfants à qui on devrait dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, qui sommes-nous pour aller dire au peuple du Burkina, au peuple du Mali, au peuple du Niger, ce qui est bon pour eux et ce qui n'est pas bon pour eux? Si le peuple du Burkina est sorti par millions, du Niger par millions, du Mali par millions, pour valider, pour légitimer leurs actuelles autorités, qui sommes-nous pour leur donner des leçons de souveraineté, de comment accéder au pouvoir? Qui sommes-nous? Auquel cas, ce n'est plus de souveraineté. Rappelez-vous que je vous ai dit ici que la souveraineté, elle vous ramène à la notion du souverain primaire. C'est le souverain primaire qui fait quoi? Qui décide. J'ai suivi le président Félix Tshisekedi dire un jour que les désirs du peuple vont au-delà même de la Constitution. Et notre célèbre artiste chanteur Félix Oazekwa, dans une de ses chansons, il l'a dit. Que demande le peuple? Mais moi, je voudrais dire, que doit faire le peuple? Dans le contexte congolais actuel, que doit faire le peuple? Plutôt que dire, que demande le peuple? Et donc, ces régimes dans ce pays-là, ils ne sont pas restés que sur les aspects militaires. Aujourd'hui, ils sont en train de construire l'armée, leurs armées. Ils sont en train de remettre la main sur les richesses de leur pays qui autrefois ne bénéficiaient pas à leur pays. Je viens de vous donner le cas du Niger. Entre 17 et 27% de l'énergie de la France, c'est l'uranium du Niger. Mais si vous allez à Niamey, si vous allez au Niger, les pays est dans les noirs. Mais la France a de l'électricité, chers amis. Aujourd'hui, je pense que vous suivez l'actualité internationale pour comprendre que le Niger aujourd'hui contrôle la quasi-totalité de son uranium et est en train de chercher un partenaire qui viendra traiter avec d'égal à égal. Je pense que vous avez suivi que le Mali et le Burkina Faso sont en train de négocier avec la Russie pour la construction du nucléaire civil. Je pense que vous l'avez suivi. C'est cela la souveraineté. Être capable de dire, je veux moi, pour telle ou telle autre question, négocier avec le président et non avec l'honorable questeur. C'est ça la souveraineté. Et donc, ils sont sur des projets économiques dans leur pays. Ils sont sur un certain nombre de projets pour justement s'assurer de consolider. C'est un processus, mais de consolider à terme cette souveraineté. La liberté est la vraie liberté des peuples.
Mais c'est le peuple qui l'a défini, sa liberté. C'est le peuple qui l'a défini, sa liberté. Ce n'est pas le fait que le pouvoir soit militaire ou que le pouvoir soit civil. Mais c'est le peuple qui définit par quels moyens va-t-il être libre. Les redémarrages économiques, oui, on l'a dit, ils sont en train de redémarrer l'économie, ils sont en train de travailler sur pas mal de projets, notamment, vous avez suivi par exemple qu'à Bamako, le président Assimi Goïta vient d'inaugurer une très grande centrale électrique photovoltaïque pour pouvoir donner de l'électricité donc ils sont sur un certain nombre de projets. Maintenant, l'honorable questeur pose la question, la RDC, est-ce un pays souverain ou pas? Moi, je dirais que la RDC doit construire sa souveraineté. Je dirais que la RDC doit construire sa souveraineté. Parce que si nous venons dire que la RDC, aujourd'hui, nous sommes totalement souverains, ça serait mentir. Ça serait passer à côté de ce pourquoi nous sommes en train de prêcher. Ça serait passer à côté de ce pourquoi nous voulons nous faire chantre. Nous voulons nous faire chantre de la prise de conscience, mais de manière collective. De sorte à ce que nous puissions nous dire d'où venons-nous, où sommes-nous et où voulons-nous aller. Comment nous nous voyons, nous, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, au regard des enjeux géopolitiques et géostratégiques à travers le monde. Honorable Président, je vais chuter par là. Aujourd'hui, Honorable Président, nous avons au niveau mondial 2 blocs qui se battent. Nous avons le bloc occidental avec l'OTAN, les États-Unis en tête, et nous avons aujourd'hui le bloc qu'on appelle le bloc multipolaire avec ce qu'on appelle les BRICS aujourd'hui. Mais il faut regarder les BRICS. Il faut regarder l'OTAN. Et aujourd'hui, sur le plan économique, les BRICS, ils sont supérieurs au bloc otanien. Il faut regarder sur le plan démographique. L'honorable Barnabé a commencé ici son speech sur la démographie. La guerre de demain, elle sera vaincue par la démographie. Quand vous regardez dans les BRICS, vous avez l'Inde. L'Inde, c'est combien d'habitants? C'est plus d'1,4 milliard, 1,5 milliard. La Chine, 1,3 milliard. Le Brésil, l'Inde. Vous voyez tout ça, la Russie elle-même. Mais quand vous prenez l'Union européenne, si je ne me trompe pas, c'est 450 millions. C'est 450 millions d'habitants. La France, qui est la deuxième puissance économique dans l'Union européenne, après l'Allemagne, la France, c'est 65 millions d'habitants. Seulement. C'est 65 millions d'habitants seulement. Alors, il faut étudier toutes ces questions. Et je voudrais dire, pour emboîter les pas à l'honorable Barnabé, aujourd'hui, nous sommes en train de quitter les moments de collaboration pour aller au moment de confrontation. La guerre que nous venons d'avoir de 12 jours, elle est patente, elle est parlant. Chers collègues, la guerre de 12 jours, l'Iran et Israël. Où s'est trouvé le droit international? C'est l'effort qui détermine la forme du combat, les lieux du combat et quand est-ce que ça va terminer. Si nous voulons compter dans les concerts des nations, chers amis, construisons notre souveraineté à partir d'aujourd'hui. Et sachons ne pas être tiède, sinon il faut être soit chaud, soit froid. Et en face de nous, il y a 2 blocs qui se battent pour rééquilibrer les forces au niveau mondial. De quel bloc appartenons-nous? Et ce n'est pas ces blocs, peu importe les positionnements que nous prenons, ce n'est pas ces gens-là qui vont sécuriser la RDC. Nous devons nous construire pour aller au fond de la question des madames, de l'honorable questeur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour nous, la RDC? 1.
prise de conscience collective. 2, la qualité de l'homme. En parlant de la qualité de l'homme, je vais parler de l'homme à la gouvernance de notre pays. Parce que nous avons des problèmes à ce niveau-là. La qualité des femmes et hommes qui gèrent les pays, le Congo, depuis près de 40 ans maintenant. Il faut résoudre ces problèmes. Troisièmement, il faut remettre le Congo dans son rôle naturel au cœur de l'Afrique. Nous devons réellement devenir cette gâchette de l'arme Afrique au cœur du monde. Ça passe par quoi? Ça passe par la puissance militaire. Ça passe par la puissance militaire. Et nous avons des atouts pour être l'une des meilleures armées de l'Afrique, si pas du monde. Et donc, en politique, il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a que l'âme d'État. On ne gouverne pas avec état d'âme, on gouverne avec l'âme d'État. La rigueur et la fermeté. Et ce qui a détruit les Congos, c'est le fait de ne pas avoir la rigueur, de ne pas avoir la fermeté dans la gouvernance de notre pays. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, notre souveraineté ne peut pas être assumée à bien d'égards. À bien d'égards. Ne nous trompons pas. Coordonnateur. Très bientôt, nous avons la guerre environnementale, parce qu'il y a la question climatique. Nous avons la question de l'eau. On a évoqué ici les Tchad. Mais il n'y a pas que les Tchad, le monde entier. Nous avons la guerre énergétique. Nous avons la guerre énergétique. Mais la RDC se positionne comme un pays qui peut résorber ces différents besoins. Mais est-ce que nous nous apprêtons à compétir de sorte à ce que nous soyons les premiers à y gagner avant que les autres ne gagnent? Ça, c'est une question qui relève éminemment d'une prise de conscience collective aiguë pour se mettre à construire la souveraineté militaire, la souveraineté économique, la souveraineté culturelle, parce que la culture, elle est très importante dans cette affaire, parce que ce n'est pas parce que les médias disent, les médias français, les médias occidentaux disent putschiste que nous devons dire putschiste. La souveraineté culturelle, c'est important. Et si nous n'arrivons pas, honorable président, honorable parlementaire, si nous n'arrivons pas à répondre à ces préalables, je pense que notre disparition est peut-être programmée. Parce que, encore une fois, pour terminer, pour sortir, les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts, et on ne gouverne pas avec état d'âme, mais avec l'âme d'État. Alors pour finir, vous pouvez rester, je veux vous adresser une dernière question pour essayer d'être complet dans l'analyse de ce que c'est la souveraineté. Aujourd'hui, dans l'élan démocratique compris la plupart des pays africains, la souveraineté peut s'y résumer aux élections. C'est le seul moment où le peuple, en fil indien, va déposer un bulletin dans les urnes pour désigner qui vont diriger. Donc ceux à qui le peuple va donner mandat pour dire, en notre nom et pour notre compte, présider à la félicité commune. Et quand vous parlez de la souveraineté, quelle place vous donnez aux élections? Parce que vous semblez contester le base démocratique, parce que vous évoquez que certains pays d'Europe sont monarchiques, vous citez l'Israël et autres, on peut citer l'Inde et tout ce qui va avec. Mais est-ce que la souveraineté dont vous parlez, comment le peuple exerce? Est-ce par les élections? Est-ce par le peuple qui valide un coup d'État? Je voudrais juste que vous puissiez prendre l'angle élection pour qu'on comprenne quel rôle le peuple peut jouer dans ce processus-là, sans oublier que la RDC doit s'apprêter pour les élections de 2028. Très brièvement pour clôturer. Merci beaucoup, honorable président. C'est vrai que la définition basique qu'on nous a appris à l'école de la démocratie se décline par le fait que la démocratie soit le pouvoir du peuple par les peuples pour le peuple.
Mais je pense que les temps évoluent. Nous devons réfléchir à la réqualification de cette définition. Parce que quand, après avoir été aux élections, surtout chez nous en Afrique, le peuple se trouve en train de dire que celui qui est proclamé n'est pas celui que nous avons choisi. D'une part. D'autre part, dans la plupart de nos pays africains, vous savez que après les élections, ce n'est jamais des fêtes. C'est des balles qui crépitent à gauche, à droite, nous plairons, les morts, et ainsi de suite. Mais de quelle démocratie parlons-nous? Est-ce que nous voulons parler de la démocratie que nous a amené François Mitterrand? Parce que, rappelez-vous de ce qu'on a appelé la conférence des bols. La conférence des bols, c'est François Mitterrand qui vient réunir une trentaine de chefs d'État en Afrique pour dire, bon, maintenant, je pense qu'on va quitter les partis uniques, les partis États pour aller au multipartisme. Vous allez au multipartisme, nous vous apportons l'aide au développement et on va faire semblant de faire des élections, mais au demeurant, c'est nous qui allons choisir. Comment le président Paul Biya est-il devenu président de la République au Cameroun? Paul Biya est devenu président de la République au Cameroun parce que François Mitterrand avait choisi que Paul Biya devienne président et que les présidents qui étaient en place, j'ai oublié son nom, devraient quitter le pouvoir. Ça s'est passé par les élections. Mais est-ce que c'était des élections où le peuple s'était choisi son dirigeant? Non. Ici, nous sommes sur une question de réflexion profonde pour arriver à revenir à ce qu'on a appelé par exemple l'Empire du Mali, l'Empire Cuba, le Royaume Congo. Comment est-ce que à l'époque, en Afrique, dans nos traditions, on arrivait à choisir nos dirigeants? Est-ce que devons-nous pas réfléchir sur comment l'Afrique, les Africains, les peuples africains devraient se choisir leurs propres dirigeants? Parce que à 90%, lorsque on sort des élections en Afrique, on a le sentiment que celui qui est proclamé n'est pas celui que le peuple a choisi, d'où les coups de feu, les baïonnettes, les chars de combat, un peu partout, après les élections. Aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections au Cameroun, des élections en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous voyez les tensions qui sont perceptibles dans ce pays-là? Regardez ce qui se passe au Togo. Est-ce que pouvons-nous parler de la démocratie? Mais nous en sommes arrivés là, encore une fois de plus, parce que nous avons mis de côté nos mœurs, nos mentalités, nos cultures, pour embrasser la démocratie selon les modèles occidentaux. Veuillez chuter, monsieur le coordonnateur. Occidental. Donc, honorable président, pour chuter, ce que je voudrais dire, c'est que les élections, oui, mais de quelle manière? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, encore une fois de plus, la volonté du peuple, elle va au-delà des écrits. Ce que le peuple choisit, ce que le peuple légitime, ce que le peuple veut, c'est cela qui peut être traduit sous forme de démocratie. Parce que c'est le peuple souverain primaire qui fait ces choix-là. Et donc, la réflexion, elle est là. Moi, en ce qui me concerne, les élections de façon occidentale, moderne, telles que nous les avons aujourd'hui en Afrique, où les uns vont aux élections avec les moyens de l'État, d'autres vont aux élections sans moyens, où l'accès au niveau des médias n'est pas équitable, où les listes électorales sont manipulées comme on veut, selon que nous sommes pivots de tel ou tel autre intérêt, avec les parrains qui nous soutiennent, les autres ne peuvent pas participer au chapitre, les autres ne peuvent pas exprimer leurs ambitions. Je pense que l'Afrique et la République démocratique du Congo est à un rendez-vous important
qui consiste à repenser l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Et la République démocratique du Congo a un rôle important, tel que nous l'avait dit France Fanon. Merci beaucoup. Merci, honorable président. Je vous en prie. Merci beaucoup de nous avoir entretenus sur ces sujets. Honorables parlementaires, distingués invités, merci d'avoir suivi ce programme qui vous forme et qui vous informe avec précision et concision, plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière élevée.